et de les applaudir. Allez-y, Catherine, comme ça. Monsieur Auberti, bonjour. Bonjour à la salle. Catherine, si vous pouvez la mettre comme ça, on vous entendra mieux, je pense. Comme ça. Ouais. Alors, bonjour. Vous m'entendez bien? Pas du tout. Le mien, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de brouhaha. Allez-y. Et là, vous m'entendez mieux? Non? Non, c'est pareil. Donc, en fait, ce qu'on va faire, vraiment, voilà, vous le collez là comme ça. Bon, voilà. Alors, je vais manger ma glace pendant Ça marche bien, ça marche tout bien. le débat. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle donc Catherine Gauliot, je suis rédactrice en chef au Point et j'ai le plaisir de parler avec Monsieur Auberti. Et nous allons parler de l'action du SICOVAL en matière de nouvelles technologies et particulièrement dans le cadre de l'OT Valais, sachant que le SICOVAL, comme vous le savez, a une activité beaucoup plus large, mais l'idée que nous avions, c'était qu'il nous parle concrètement comment se passe le travail d'une collectivité locale avec donc des startups, avec ce monde en plein développement, et aussi comment cette collectivité locale peut faire le lien entre ces entreprises de nouvelle génération et les usagers qui sont quand même les premiers qui nous intéressent. Voilà. Monsieur Auberti, donc ravi de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce territoire et notamment des projets que vous avez mis en place ces derniers mois, l'achat les mètres carrés, etc., l'extension. Enfin, on a l'impression que c'est un empire qui est en train de se construire à côté de Toulouse, au Sicoval. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Alors, le Sicoval, bon, pour celles et ceux, effectivement, qui ne sont pas forcément de la grande agglomération toulousaine, je vais en dire quelques mots pour le décrire très rapidement. Parce que je pense que dans la salle, tout le monde vous connaît. Vous croyez? Je crois. Alors, c'est un honneur. 36 communes sud-est toulousain, tout contre Toulouse. D'une commune qui s'appelle Labège ou une autre Ramonville-Sainte-Agne jusqu'à des communes dans le Lauragais, Aigues-Vives, Baziège-Montgiscard, Aigues-Vives, commune dont j'ai d'ailleurs l'honneur de présider au destin. Donc le Sicoval, c'est un petit poussé dans la grande agglomération toulousaine, 75 000 habitants. Une intercommunalité, d'ailleurs la première intercommunalité dans l'histoire de notre pays, puisqu'elle a effectivement inspiré les lois sur l'intercommunalité, qui a immédiatement, lorsqu'elle s'est constituée, innové particulièrement, et cela remonte aux années 70, particulièrement dans les nouvelles technologies, et bien évidemment, lorsque le numérique a pris toute son importance, le Sicoval s'est aussi positionné avec un certain nombre d'actions, de promotion en fait du monde économique, d'accompagnement, création des premières pépinières. Mais concrètement, sur l'OIT, alors sur l'IoT Valley, justement, ce sont vraiment des entreprises de dernière génération, beaucoup de start-up. Tout à fait. Comment pouvez-vous, collectivité locale, accompagner ces entreprises qui, par définition, vont très loin, très haut, mais sont fragiles et sont aussi parfois sur des créneaux en plein développement. Donc, ce n'est pas du tout évident d'engager et le temps et l'argent de la puissance publique. Comment vous faites? Alors, comment oui, ça se passe? Vous le dites, c'est effectivement dans des conditions assez contraintes, mais pour autant, nous avons eu la chance historiquement d'être sur un territoire d'accueil d'entreprises de pointe, et donc avec quelques moyens liés effectivement aux richesses amenées par ces entreprises, des cerveaux aussi, hein, il faut bien le dire, et nous avons vu poindre dans le cadre des technologies, à l'époque on parlait d'éthique, de l'information et de la communication, une initiative sur les objets connectés avec Ludovic Lemoine dans un garage, et nous l'avons accompagné comme nous accompagnons d'ailleurs toutes les initiatives à l'époque, et puis petit à petit, cet embryon, en fait, on ne parlait pas de start-up à l'époque, a grossi et a constitué un véritable écosystème. La collectivité l'accompagne à la fois en
facilitant son implantation sur le territoire. Nous maîtrisons l'ensemble du foncier aujourd'hui, particulièrement sur... C'est combien de mètres carrés ? Alors, aujourd'hui, nous maîtrisons sur l'Abège Innova Toulouse, qui est la principale zone d'activité de la communauté, à peu près 500 000 m² de surface de plancher, ce qui nous, d'ailleurs, positionne dans les leaders au niveau national en matière d'accueil. Et nous avons fait une acquisition magnifique d'un terrain très bien situé, au cœur de cette zone d'activité, où nous avons un potentiel de 100 000 m² qui, aujourd'hui, sont réservés pour justement cette filière de l'IoT Valley et l'ensemble des grands comptes qui voudront bien entendu venir s'y installer. Tout ça a germé pendant des années. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 700 collaborateurs au sein de cet écosystème, qui n'est d'ailleurs pas le seul sur notre territoire, puisque nous avons d'autres entreprises phares. Et cela représente à peu près 50 startups. Et nous avons en gros, et notre observatoire nous l'indique, à peu près la création d'un emploi par jour. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand nous avons préparé cet entretien, vous m'avez dit, oui, mais vous savez, il n'y a que 50 startups finalement, mais il y a énormément de relations entre ces startups et le tissu local et les autres entreprises locales. Et vous avez commencé à me parler d'innovation, c'était assez extraordinaire. Par exemple, des capteurs très très innovants pour des piscines. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples comme ça de ces inventions made in Sicoval? Alors, sur le territoire du Sicoval, bien entendu. Oui, mais en fait, nous travaillons en collaboration avec la métropole toulousaine, avec le département, sur les questions d'open data, etc. Donc, en fait, nous ne fonctionnons pas en vase clos, et je m'y emploie particulièrement. Alors, comment cela se passe? Eh bien, vous avez dans énormément de filières, quelles qu'elles soient, ça peut être les agrobiosciences que nous portons aussi sur le territoire, la santé, les fintech, etc., des besoins d'aller rechercher des données, donc d'aller rechercher des structures type start-up qui sont à même de pouvoir innover. Et donc, au-delà même de l'écosystème de l'IoT Valley, énormément d'entreprises sont intéressées pour travailler en collaboration avec justement les innovateurs. Les innovateurs, quoi, voilà. Ce qui permet justement d'accueillir sur le territoire en fait toute une série de filières qui sont intéressées et qui, voire même, vont quelque part confier à l'IoT Valley une grande partie de leur secteur de recherche-développement. Et c'est intéressant parce que nous sommes dans une mutation, au-delà évidemment des universités avec lesquelles nous travaillons, dans une mutation de la question de l'innovation dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, et y compris d'ailleurs la collectivité elle-même. Le Sicoval est pourvoyeur de services et donc nous sommes nous-mêmes intéressés par rapport aux services que nous apportons à la population par ces innovations. À titre d'exemple, vous savez, les collectivités doivent mesurer la qualité de l'air dans les bâtiments publics. Eh bien, nous travaillons avec une entreprise de l'IoT Valley qui s'appelle Conit, avec laquelle nous mettons au point aujourd'hui un capteur sur la qualité de l'air, avec des alertes, des alarmes qui permettent justement d'interpeller. Nous travaillons sur les compteurs d'eau connectés. Nous travaillons sur l'aide à la personne et donc nous avons une entreprise, très belle entreprise, qui réalise des capteurs de chute. Alors là, je voudrais vous arrêter. Vous travaillez donc avec des entreprises, vous les aidez à mettre au point leurs produits, mais vous êtes une collectivité locale, puissance publique, et par exemple, quand vous vous occupez de mettre en place des capteurs dans la maison d'un usager qui est dépendant, par exemple, qu'est-ce qui se passe en cas de problème? Imaginons, le capteur ne fonctionne pas, la personne tombe, votre responsabilité est engagée. Et quelque part, ces usagers, c'est un petit peu des cobayes. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous, en tant que puissance publique, vous arrivez à régler ces problèmes-là, ou comment vous les anticipez? Comment vous travaillez avec ces entreprises innovantes sur ces nouveaux produits? Alors, d'abord, quand il s'agit de nos propres métiers, nous sommes dans des espaces qui sont aujourd'hui sous contrôle. Quand je parlais des écoles ou des crèches, par exemple, pour la qualité de l'air, ou quand nous intervenons auprès des personnes en perte d'autonomie avec un maintien à domicile, nous avons des agents qui sont disponibles et qui passent régulièrement à domicile. Et donc, les expérimentations, puisque nous sommes territoire d'expérimentation, nous disons que le Sicoval est dans un circuit court de l'innovation. Les expérimentations sont conduites effectivement telles que cela peut être le cas dans le cadre de la recherche, avec une maîtrise complète de l'ensemble des paramètres.
Mais là où vous soulevez effectivement une question essentielle, c'est la question des usages. Parce que ce que vous dites en termes de fiabilité, en termes, j'allais dire même d'un point de vue très général, de confiance dans l'utilisation de ces nouvelles technologies, cela doit être encadré et donc nous travaillons aussi au protocole correspondant à la maîtrise des usages, des nouveaux usages dus à ces nouvelles technologies. Et donc nous sommes aussi territoire d'expérimentation pour cela, en participant effectivement au niveau national à un groupe, en lien direct d'ailleurs avec Mounir Majoubi, pour apporter justement notre vision pratique de l'application sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, au-delà de ceux que vous nous avez donnés, sur les innovations dont on peut dire que cette région du Sicoval a vraiment été la source ? Alors, d'abord, nous restons dans le champ de l'intervention de la collectivité, en ce qui nous concerne. Oui. Et sur le Sicoval, vous avez un principe qui est celui de la solidarité. Nous travaillons par exemple dans le cadre de la coopération internationale, solidarité internationale avec le Sénégal, et nous avons permis à une start-up qui s'appelle Sun Water Life d'aller utiliser un dispositif pour potabiliser l'eau avec des cellules photovoltaïques et une maîtrise complète à distance de ce process. Voilà un exemple concret, et nous avons permis à cette start-up d'avoir une preuve de bon usage de son innovation. Nous travaillons avec une autre entreprise, GoGoWigo, qui est très bien connue d'ailleurs sur la métropole toulousaine, de façon à avoir un lien avec une box et de la reconnaissance vocale pour que les personnes dépendantes maintenus à domicile, qui n'ont pas aujourd'hui la capacité de pouvoir taper sur un clavier, puissent dialoguer éventuellement avec un système informatique, pourquoi pas leur téléviseur, dialoguer avec la parole et avoir donc un certain nombre de réponses sur le quotidien. Voilà quelques exemples concrets, mais j'en aurai bien plus, puisque nous avons 14 projets aujourd'hui dans la démarche territoire d'expérimentation. Bien, bah écoutez, la conversation ne fait que commencer, mais il va quand même falloir la terminer tout de suite. Je vous remercie. Nous allons passer à une table ronde justement sur la maison connectée, sur l'habitat connecté, et donc c'est directement en lien avec le travail que vous faites au Sicoval. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. On peut l'applaudir, merci. Effectivement, la table qui suit est en lien direct. On va évidemment parler de capteurs. Alors, la maison du futur sera-t-elle bienveillante en anticipant tous nos besoins ou plus sournoise en collectant discrètement toutes les données de notre vie? Voici l'éclairage de nos experts. Merci d'applaudir Christine Lecomte, qui est présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Malo de Pincé, qui est membre du CNRS, coordinateur du Human at Home Project, un appartement ultra connecté où habiteront pendant 1 an 2 étudiantes volontaires. Michel Derdevet, qui est secrétaire général d'Enedis, qui porte le projet Linky, le compteur connecté de nouvelle génération. Et Ludovic Lemohan, directeur général et cofondateur de Sigfox, comme vous le savez probablement, spécialisé dans l'Internet des objets. Chacun trouve ses marques. On teste les micros. Il y a un micro spécial pour Monsieur Lemohan. Non, c'est pas vrai, c'est celui qui est resté. Alors, vous mangez bien votre micro, sinon ça ne marchera pas, sachez-le, l'expérience me l'a montré. Donc, nous allons discuter ensemble de ce qu'est aujourd'hui une maison connectée, de ce qu'elle doit être demain, et des problèmes qu'elle peut poser aussi bien donc, aux usagers. Et un certain nombre de dossiers ces dernières années, ces derniers mois ont montré que les gens sont vraiment ont un rapport ambivalent au développement et des nouvelles technologies et de ces nouvelles technologies dans la maison, et aussi de leur intérêt pour la collectivité d'une manière générale et évidemment pour les industriels. Alors nous allons commencer par vous faire rêver avec un microfilm sur ce qu'est la maison du meilleur des mondes aujourd'hui en 2018, telle que la voient un certain nombre d'industriels. Voilà, je fais appel à la régie pour faire passer les images.
Il n'y a pas de son, hein? Non, il n'y a pas de son. C'est uniquement du rêve sans voix. Mais Voilà. Malo peut parler dessus peut-être, nous expliquer Malo, ce qu'on vous est en pouvez train de voir. peut-être. Malo de Pincin, donc, qui est chercheur au CNRS, et coordinateur d'un projet qui s'appelle Human at Home Project. Et alors, c'est l'idée d'un appartement ultra connecté où vont habiter pendant 1 an 2 étudiantes. Mais alors, actuellement, on n'a pas encore de résultat. C'est juste le projet. Le résultat, vous le voyez Le résultat, on ne les voit pas, là, ces charmantes étudiantes. Non, et puis vous ne les verrez pas parce qu'il ne s'agit pas de s'introduire dans la vie privée de ces pauvres étudiantes qui seraient finalement que des cobayes. Vous expliquez un peu tout cela. Vous avez parlé d'un appartement rêvé. On ne le voit pas nécessairement comme ça, nous, chercheurs. C'est un objet d'étude, c'est un objet de recherche. On voit bien dans les réactions qui se font lorsque l'on présente sur cette énorme machine à capter des données que pour certains, c'est un rêve, pour d'autres, c'est un cauchemar. Certains, au contraire, n'en ont absolument rien à faire et se disent que de toute façon, c'est inévitable et cela arrivera. Nous, notre projet, c'est d'analyser tout cela avec des technologies parfois avancées, mais ce n'est pas l'essentiel de notre travail. Nous, on s'interroge sur les usages qui vont naître de ces nouveaux appareils, de ces nouveaux appareillages que l'on voit en fait comme des outils. Et quand vous donnez un nouvel outil à quelqu'un, à une entreprise, à un tiers ou à un usager, qu'est-ce qu'il en fait? Comment il l'utilise? Comment il peut aussi avoir un comportement autre, voire frauder sur ces outils? Nous, on s'intéresse à ces questions-là. Mais concrètement, ces 2 étudiantes, elles vont être donc dans un appartement, elles vont vivre pendant 2 ans, mais qu'est-ce qu'elles vont avoir comme objet connecté? Moi, par exemple, qui suis une béotienne totale et pas du tout geek, je connais le robot qui fait ma pelouse, je sais que je peux appeler avec un petit appareil mon four pour qu'il se mette en marche, je sais que grâce à mon voisin, j'ai maintenant un formidable compteur Linky dans ma cuisine, mais en fait, en gros, ça va pas très très loin. Le compteur Linky, c'est quand même pas le produit le plus achevé. Enfin, je veux dire, c'est pas le meilleur des mondes, le compteur Linky quand même. Hein. On en parlera tout à l'heure. Bon, alors concrètement, pour pouvoir tester, quel type d'outils vous avez mis à la disposition de ces jeunes femmes ou ces messieurs, je ne sais pas qui ce sont? Alors, ce sont 2 jeunes femmes qui sont installées depuis le 1er octobre et puis qui vont y rester jusqu'à fin mai, début juin. Donc, on commence à capter les données. Alors, il y a évidemment tout ce type d'objets, cette liste que vous avez évoquée. Et puis, il y a toute une série de capteurs. D'abord, des capteurs de mouvement, c'est-à-dire des capteurs qui sont basés sur le sol et qui permettent de déterminer les déplacements pour comprendre l'utilisation qui est faite d'un logement, les lieux de passage, les lieux, ce qu'on appelle les trous noirs, les endroits finalement qui ne sont pas intéressants ou qu'on n'utilise pas. On a des capteurs d'ouverture, de portes, de placards. Ça permet d'avoir une définition ou un descriptif des usages, de ce que l'on utilise dans la journée. Des capteurs de mouvement pour comprendre quels sont les mouvements, y compris les mouvements à risque dans l'appartement, et puis anticiper sur des mouvements qui potentiellement seraient dangereux. Pour prendre un cas très précis, imaginons que, comme moi, vous ayez un sens de l'organisation un peu développé. Moi, ce que j'utilise le plus, je le mets toujours dans le placard le plus élevé, et je n'ai aucun sens de l'organisation. Ça, des médecins m'ont expliqué que c'était très mauvais pour la santé, et qu'à terme, si je faisais ça pendant 50 ans, je pourrais développer des troubles. Donc, avoir cette information, des troubles physiques, hein, ça permet évidemment de proposer des solutions, conseiller. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le retour, si ça intéresse les personnes, si effectivement elles écoutent, et si elles n'écoutent pas, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre. Vous avez des capteurs de confort sur la qualité de l'air, sur les radiations qui sont dans cet appartement, pour, encore une fois, faire des propositions, parler d'usage. Si on parle d'habitat aujourd'hui et de normes environnementales, on constate qu'il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits sur les matériaux, des normes de plus en plus contraignantes, mais on considère que les gains énergétiques avec les nouvelles normes, maintenant, ils sont minimes. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui va faire un delta dans la performance énergétique, c'est plutôt le comportement des usagers que savoir si la brique qui est utilisée en matériaux de construction est effectivement très efficace ou pas. Et donc, on a des systèmes qui préconisent ou qui vont préconiser, puisqu'on est en train de travailler dessus, des comportements plus louables. Et puis, vous avez des capteurs de consommation.
et donc les fluides, l'énergie. Donc effectivement, comme c'est un appartement neuf, il y a nécessairement le compteur Linky, mais il est doublé d'autres capteurs électriques par appareil, etc., etc. Et puis on a des capteurs qui vont être installés prochainement sur les usages en termes de consommation, qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qui est commandé par Internet, etc. Je crois que là, vous soulevez, cette expérience est vraiment l'air assez passionnante. Quand est-ce que vous aurez des résultats? Dans un an ou après? Ou est-ce que ça prendra encore plus de temps? Alors, les premiers résultats et les premières publications, on va attendre, même si on commence à avoir quelques résultats, on ne les distille pas comme cela, on va attendre la fin de l'occupation de la première phase, c'est-à-dire les 2 premières occupantes qui partiront en mai-juin. Le temps d'analyse, on aura dans le courant de l'été ou septembre 2019 les premières publications et les premières références. Et puis ensuite, au fil de l'eau, on réévaluera les données qui ont été produites, on aura d'autres occupants et on produira encore d'autres informations. En fait, pendant votre description, vous avez utilisé un mot important qui est le mot usage. Et nous avons la chance là d'avoir donc un spécialiste de la connexion des objets qui est Ludovic Lemohan et une architecte, donc, qui est Christine Lecomte, qui est présidente de l'Ordre des architectes, qui est un conseil auprès des collectivités locales, 2 personnes qui, justement, sont très intéressées par ce problème de l'usage. Est-ce qu'il est adéquat ou pas? Est-ce que le produit est adapté ou pas? Monsieur Lemohan, est-ce que vous pouvez nous donner vos réflexions déjà par rapport à la démarche un appartement domotique, enfin un appartement complètement connecté, sur le principe déjà, vous en pensez quoi? Ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que tout sera connecté. Je pense que moi, la vision d'un monde réel qui rejoint le monde virtuel est en marche depuis un certain temps. Et on parle beaucoup de sécurité, de privacy, etc. Tout ça, pour moi, ça va peut-être vous choquer, mais c'est d'ordre secondaire. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de privacy, mais finalement, aujourd'hui, quand on voit on s'inscrit sur un site web, on lit jamais les conditions générales parce qu'on sait très bien que ça prend des pages et même si on met n'importe quoi dedans, personne ne lit. Donc finalement, on a en avant tout orienté usage, bénéfice personnel, aussi bien sur un site web, une appli mobile, etc. Donc dans la maison, ça sera pareil. Ça sera pareil dès l'instant où on a quelque chose qui est simple et qui est pas cher. Parce que l'enjeu aujourd'hui, on parle beaucoup de smart everything, donc smart home, smart city, smart building et autres. Donc c'est ni plus ni moins que de connecter des capteurs. Et donc, c'est remonter des données. En général, un capteur, malheureusement, il faut un objet pour remonter une valeur numérique ou piloter quelque chose, piloter votre... Et à l'instant où on sera capable de faire des choses pas chères, si demain on vous connecte toutes vos ampoules chez vous pour quasiment le même prix qu'une ampoule non connectée, à mon avis, vous allez en mettre partout chez vous. Il n'y a aucune raison de ne pas en mettre, parce que ça sera plein de bénéfices. Je pense que nos collègues d'Enedis seront là pour dire effectivement qu'on pourra seulement faire des gains significatifs d'énergie si on est capable de piloter toutes ces ampoules depuis son téléphone ou n'importe où, sans complexité, sans être Bac plus 5, sans avoir des procédures compliquées, sans avoir une nouvelle box chez soi, en plus de sa box Internet. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu d'usage. Donc ça va être hyper simple, accessible à tout le monde. Et ensuite, ça ne va pas être cher. Et donc le vrai travail aujourd'hui qu'il faut faire, et je pense qu'avec aussi bien les architectes pour ce qui concerne la maison que peut-être les urbanistes pour ce qui concerne les villes, c'est de déterminer la valeur intrinsèque de la donnée qu'on manipule. Dès l'instant qu'on est capable de dire que piloter mon ampoule, mesurer l'état de déchets dans une poubelle, de savoir s'il y a un parking est disponible dans une rue, etc. Dès l'instant qu'on est capable d'évaluer ce que ça représente comme valeur, qu'on l'encadre entre X euros et Y euros, là, à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir à comment les extraire. Et malheureusement, on est trop dans les approches technologiques. La technologie est un moyen d'eux, mais dès l'instant qu'on a des contraintes économiques et qu'on a travaillé les usages, après, on trouvera des solutions. Il y a énormément de solutions. Donc, voilà, moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de Sigfox et de notre approche, mais pour moi, je suis là pour essayer de faire en sorte qu'on prenne les sujets par le vrai bout. Parce que si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront. Et on se retrouvera encore une fois ubérisé, c'est le mot à la mode. Donc on a un enjeu ici en France notamment, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont impliquées depuis un certain temps. Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les entreprises, là, actuellement, elles sont dans une recherche de démonstration technologique et qu'elles ne sont pas forcément à l'écoute de leurs clients. C'est ça. Exactement, je pense que quand on voit une ampoule... je me suis fait un peu de pub, mais même si je n'ai pas d'intérêt chez eux, de Philips, on fait la U-Bulb qui vaut 40-50 euros. C'est bien pour montrer à ses amis qu'on est capable de piloter une ampoule avec son téléphone. Mais on ne verra jamais des millions d'ampoules comme ça.
Et par contre, ça, donc on a technologiquement, on sait tout faire quasiment. On peut même mettre un satellite, on peut mettre des choses hyper complexes, etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce que l'adoption va venir à la fois par le coût, et je pense qu'en termes d'environnement, d'impact aussi, si on fait les choses sérieusement, on aura des vrais développements massifs de quelque chose dont on parle depuis au moins 30 ans, la domotique. Les premiers films ont claqué dans les mains et on voyait descendre les rideaux. C'est des films qu'on a vus il y a peut-être 30 ans. Et depuis, on n'a pas beaucoup avancé. Et donc, c'est parce qu'on n'a pas encore craqué l'équation économique qui va à ça. Par contre... Mais est-ce que c'est une équation économique ou est-ce que c'est aussi une équation qui est liée je reviens au problème du besoin, besoin de l'usager et besoin de la collectivité, Madame l'architecte? Alors, il faut le manger. Oui, il faut surtout qu'il marche. Voilà. Mais ça va marcher. La technologie. Voilà. Le réseau, quand ça ne marche pas, c'est un vrai problème. Alors moi, je pense qu'il faut faire quelque chose, c'est élever la voix dans ces cas-là. Donc ça veut dire qu'il faut même que l'implication des gens existe. C'est vraiment important. Le bâtiment peut être intelligent, mais il faut surtout que les habitants soient intelligents. En fait, nous, les architectes, on a vraiment des réels enjeux qui arrivent dans le monde et la société actuellement. Déjà, 26% des Français ont froid dans leur logement. 26%. Je pense que là, il y a un vrai enjeu qui concerne un quart de la population et qui pourrait être résolu dans 90% des cas sans machine, juste avec de l'isolation naturelle, sans VMC, sans rien. Une VMC qui ne marche pas, c'est 30 000 € par an de maintenance dans un groupe scolaire, par exemple. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait de la technologie pour ensuite générer des coûts de maintenance, ou est-ce qu'on utilise la technologie à bon escient pour répondre à des vrais enjeux de société, artificialisation des sols, gestion des ressources, par exemple le sable. Le sable, on en a de moins en moins, donc il va falloir élargir notre champ de matériaux. Il se trouve que les matériaux biosourcés qu'on utilise de plus en plus sont bons pour la planète, sont bons pour la santé. Et effectivement, par rapport à votre question, moi je pense qu'il faut vraiment se reposer la question de quels enjeux plutôt que de générer des désirs nouveaux. Et ça, c'est vraiment important. Donc, les architectes essayent vraiment de répondre à ces enjeux-là. Et donc, forcément, on se pose des questions qui sont liées au froid, aux enjeux climatiques, à l'usage en règle générale. Si je peux intervenir pour appuyer ces propos, je crois qu'il y a un modèle économique qui est en train de se construire sur les objets connectés, que moi, juriste, j'observe, qui est qu'un modèle ou un produit, un objet ne s'achète plus, ou en tout cas il s'achète dans certaines hypothèses à bas prix, puis on va créer de la valeur sur la donnée qui en retour part. Alors, aujourd'hui, ça coûte encore relativement cher, mais on peut tout à fait imaginer qu'un peu comme aujourd'hui, plutôt que d'acheter un véhicule, maintenant on le loue, on aura des achats d'appareils électroménagers qui se feront à bas prix. En revanche, ces appareils sont capables de capter des données qui peuvent être valorisées. Par exemple, si on parle du réfrigérateur intelligent, très honnêtement, je déteste ces termes parce que je trouve que cette anthropomorphie fait que... par opposition, le consommateur ou l'utilisateur serait lui-même l'objet. Et qu'en quelque sorte, donner de l'intelligence à un objet, c'est un peu en perdre. C'est peut-être la manifestation d'une angoisse, mais en tout cas, ça veut bien dire que l'intelligence est déplacée, que c'est finalement, si vous avez un réfrigérateur qui peut savoir ce que vous consommez, à quelle vitesse et qui au sein de la maison le consomme, ce réfrigérateur, il peut évidemment vous proposer des offres, vous suggérez un réapprovisionnement automatique et le cas échéant auprès d'un partenaire privilégié. Et là, on voit que c'est intéressant de vendre même à bas prix le réfrigérateur si derrière on peut récupérer des données et puis se faire une marge sur la commercialisation. Derrière ce modèle économique, il y a des choix à faire. Et c'est là que je vous rejoins aussi. Il faut s'interroger sur la question du logement. Comment on définit, et je trouve que ça manque aujourd'hui, une réflexion complète sur ce qu'est le bien-être dans le logement, sur quelles sont les limites du logement. Vous aviez parlé tout à l'heure de privacy. Auparavant, moi, je trouve que c'était assez simple. On rentrait chez soi, on fermait la porte à clé à double tour et on avait le sentiment, après avoir fermé les rideaux, que plus rien ne ressortait de notre logement. Aujourd'hui, beaucoup sort. Alors, pas forcément par les objets connectés, la plupart du temps par les réseaux sociaux, mais il faut s'interroger aussi sur
comment on entend définir ce logement, se protéger et en retirer aussi profit? Parce que potentiellement, ces objets connectés, ils ont une forte valeur ajoutée pour nous. Mais justement, je voudrais qu'on parle, Monsieur Michel Derdevet. Donc, vous êtes le secrétaire général d'Enedis, vous portez le projet Linky. J'aurais voulu qu'on parle de ce fameux compteur, parce qu'il a été extrêmement critiqué, critiqué pour son coût. On vous a accusé de gaspillage, critiqué aussi parce qu'il supposait une surveillance, entre guillemets, de l'individu qui n'avait pas choisi du tout son Linky puisqu'on lui a imposé. Et donc là, la question se pose de 1, est-ce que le produit est adapté réellement aux besoins de l'usager? Est-ce que l'industriel ne sait pas d'une certaine manière je dirais, imposé et à l'usager et aussi à la puissance publique, puisqu'il y a quasiment un quasi-monopole, et donc on va tous se retrouver avec des compteurs Linky. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et merci de ces bonnes introductions. Mangez votre micro. Je vais essayer de le manger aussi bien que vous l'avez fait tout à l'heure. Ah, vous avez réussi à vous l'approprier. Non, simplement pour répondre à votre question et aux interpellations que vous adressez, d'abord il faut replacer la question du comptage intelligent, et pas Linky. Linky, il n'y a pas que Linky. Expliquez-nous ce que c'est que le comptage intelligent. Dans le monde, le comptage intelligent se développe. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, il y a 700 millions de compteurs intelligents installés dans le monde. La Suède, la Finlande, l'Italie ont terminé leur programme d'équipement. Et à horizon de 2030, les chiffres qui sont évoqués par les experts, c'est de l'ordre de 1,5 milliard de compteurs intelligents dans le monde. Donc il y a un mouvement général. Et les Chinois, par exemple, la grande entreprise électrique chinoise, State Grid Corporation of China, pose par jour 200 000 compteurs. Donc c'est un mouvement qui n'est pas français, c'est un mouvement qui est un mouvement généralisé. Pourquoi c'est généralisé? Parce que ça ne vous aura pas échappé, la transition énergétique, ça a été dit tout à l'heure. C'est lié au comportement, c'est lié à ce que chacun et chacune, chez nous, dans la maison, nous faisons ou nous ne nous faisons pas. Et l'Agence internationale de l'énergie nous dit par exemple que 30% des gains de réduction des émissions de CO2 peuvent venir d'un effort collectif et individuel qu'on fait chez soi à travers de l'efficacité énergétique. C'est un terme un peu barbare, un peu technique, mais ça veut dire c'est ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise de la demande. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai quitté le cabinet de Martin Malvy pour rentrer à l'époque à EDF il y a quelques années, tout simplement on appelait ça la maîtrise de l'énergie, on créait l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. On y est, c'est le sujet, Linky, c'est la maîtrise de la consommation. Comment pourrait-on imaginer que ce mouvement vertueux, qui n'est pas uniquement pensée production, pensée offre, pensée acheminement sur les réseaux, mais aussi regarder le consommateur et le côté de la balance qui est la demande, ça se fasse sans que les citoyens soient associés. Et si on a envie que le consommateur citoyen devienne consommateur, terme inventé au détour des années 2010 et au-delà, il faut bien qu'il ait un radar, un moyen de voir ce qui se passe. Si vous étiez dans votre voiture avec une absence d'information sur la vitesse à laquelle vous circulez, sur là où vous allez, vous avez tous des moyens de guidage qui sont connectés et interconnectés, on n'irait pas très loin. Le système de comptage qui était le système traditionnel, c'était un système de comptage un peu à l'aveugle, qui reconstituait 6 mois plus tard une facture que vous receviez. Donc Linky, comme tous les compteurs intelligents dans le monde, vise simplement dans un premier temps à donner des informations le plus proches possible de la réalité par rapport à votre consommation. Mais dans le deuxième temps? Dans le deuxième temps, Linky, on entend beaucoup de choses. La relève, les informations sont rapatriées, mais au pas journalier et au pas globalisé. Je suis incapable, par exemple, je reprends l'exemple du réfrigérateur. Moi, je ne peux pas avec Linky savoir quel est le point de consommation précis à la demi-heure, savoir à quelle heure, Catherine, vous prenez ou pas votre douche ou votre bain le soir en rentrant du point. Ça, c'est une information que je n'ai pas, que je n'aurai pas et qui n'est pas souhaitable que j'ai. Même si je donne les infos pour sur le site. Et Linky pour développer cette problématique des données, c'est pas un projet construit par Enedis ou RDF avant 2016 uniquement en lui-même. La Commission nationale informatique et liberté, donc l'État, s'est soucié du sujet. Les différents ministres de l'énergie ont fait des tables rondes sur le sujet Linky. Sur la protection des données, on travaille avec ce qu'on appelle l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, là aussi un organisme d'État. Donc la privacy, la protection des données qui a été confirmée au plan européen avec le règlement général pour la protection des données l'an dernier, on y est en France. Et on a un état de droit. Et c'est peut-être la différence. Dans la table ronde tout à l'heure, c'était évoqué, avec les GAFAM, les BATX, tous ces gens qui partout dans le monde font usage de vos données. Moi, j'utilise souvent Waze.
quand je circule, mais mes données des points de rendez-vous que je peux avoir à Paris, à Toulouse ou ailleurs, elles sont agglomérées et elles sont utilisées. Et tout à l'heure, ça a été dit, pour mieux connaître mon profil. Où Michel Derdevé va le matin, le soir, quelles sont ses habitudes, quels sont les usages, comment on va lui faire du push vers tous les trucs. Je ne suis pas commercial, je n'ai pas une activité de fourniture d'électricité. Donc à aucun moment je n'aurai des données me permettant de vous envoyer des signaux économiques ou vous amener à telle ou telle offre. Par contre, si vous avez envie, vous, Catherine, de souscrire de manière individuelle une proposition pour avoir une information plus détaillée, vous pourrez le faire, Linky le permet. On peut plugger, terme technique, on peut joindre au compteur Linky un émetteur qui vous permettra de donner à une start-up ou à une autre la possibilité de vous envoyer un travail plus affiné. Mais ça n'est pas mon rôle. Donc Linky, c'est la première brique de l'installation d'un dispositif un peu moderne, un peu adapté en termes de réseau intelligent, pas plus. C'est juste cette brique-là. Et donc, une fois qu'on essaye de l'expliquer en ces termes-là, on comprend qu'on est dans un mouvement général et généralisé, et qu'en même temps, sans ça, comment on peut rentrer dans la transition? Ou alors on reste dans une vision du passé, et le consommateur, il est passif, il subit. Christine Lecomte. Christine. J'ai deux remarques. Une qui est vraiment basée sur le consommateur lui-même et l'habitant peut-être. Moi, je reviens sur cette implication habitante que je trouve fondamentale. Je pense qu'on a vraiment intérêt quand même à se rendre compte à quel point c'est dans la vie de tous les jours qu'on s'implique et que pour connaître les choses, il faut les faire par nous-mêmes. Par exemple, ouvrir la fenêtre pour ventiler, c'est un geste qu'on a fait pendant des années et que maintenant, on a des détecteurs à CO2, des détecteurs de COV et on doit fermer la fenêtre, etc. Alors que finalement, pour ventiler, on a besoin de ça. Et donc, pour donner un exemple, un écoquartier à Grenoble, bourré de technologies, notamment sur l'écoquartier de Bonn, bourré de technologies pour justement gérer, réguler l'électricité, les consommations, etc., ne pouvait être piloté que par un seul habitant qui était ingénieur à la retraite. Les autres n'y arrivaient pas. Donc il y a un vrai questionnement sur comment on s'implique, et notamment sur les consommations de chauffage, etc. Ce que je disais tout à l'heure, 90% peuvent être régulés par une bonne isolation à la base et par finalement une bonne... Alors ça, c'est au niveau d'usager. Maintenant, si on dézoome, parce qu'au niveau de la ville, on parle beaucoup de la Smart City. En fait, qui parle de la Smart City vraiment et qui essaye de mettre ce concept, c'est surtout les grands groupes privés qui veulent finalement avoir la main mise sur l'aménagement du territoire. Alors il faut quand même se rappeler que le territoire, c'est notre bien commun à tous, avec nos ressources à tous, avec nos données à tous. Et effectivement, Google, qui modélise tous les bâtiments en ce moment du monde, va posséder une base de données que les États n'ont pas. Et que nous, en tant qu'urbanistes ou architectes, nous n'avons pas non plus à notre disposition pour ensuite offrir un service public. Donc c'est vrai qu'on alerte vraiment les pouvoirs publics sur ces questions-là. C'est qu'à un moment donné, si base de données il y a sur certaines choses, elles ne peuvent pas être données à du privé, parce que si elles sont données à du privé, elles ne sont plus démocratiquement utilisées. Donc il y a un vrai questionnement, et même dans l'aménagement du territoire futur, pour une ville plus inclusive, parce qu'on peut faire toujours une ville pour les gens qui peuvent payer. Il y a toujours moyen de faire une ville pour les gens qui peuvent payer. Mais pour faire les endroits où on fait société, et notamment l'espace public, la valeur culturelle, là où on fait les lieux de rencontre, en fait, et on se rencontre et où ça permet finalement de se connaître. Et donc, en se connaissant, on évite les conflits. Donc, en fait, tout ce qui nous permet de faire société, c'est ce qui est public. Donc, les données doivent rester publiques. Michel Derdevé. J'ai un commentaire sur ça, parce que là, je pense qu'il y a une dichotomie entre la cause que vous défendez, qui est une cause publique, et l'entreprise qui a besoin de créer de la valeur et de vendre des services. Donc effectivement, on peut, vis-à-vis de ce que peut dire Enedis, je pense que le Linky, il y a un rôle effectivement d'améliorer leur OPEX, parce que envoyer quelqu'un sur le terrain pour relever notre compteur, c'est fait automatiquement par un compteur connecté. Et ensuite, vous savez tous qu'il y a un vrai combat, c'est qui va mettre sa box dans la maison. Il y a les opérateurs télécoms qui sont connus, et ensuite il y a l'énergie, le gaz ou l'électricité qui constitue une nouvelle box, un nouveau point d'entrée, d'ancrage dans la maison pour aller capter de la valeur. Et ça, j'entends ça, et je pense que je pense qu'il y a une compétition. Est-ce que Enedis sera meilleur que Engie, meilleur que Orange, Bouygues et autres? Ça, on verra sur la captation de valeur. Il y a un vrai enjeu, mais de toute façon, on ne peut pas l'arrêter. Et là où il ne faut pas être non plus trop hypocrite et regarder un petit peu ce qui se passe, on a mentionné les BATX, et les GAFA et leur homologue chinois américain. Ils savent créer des usages. Donc après, on peut toujours analyser ce qui se passe dans une maison pendant X mois.
Il y a aussi le côté proactif où on va créer des usages. Amazon a su nous rendre dépendants de la livraison en quelques heures. Et ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ils nous ont habitués à quelque chose dont on n'a pas besoin. Parce que je pense que votre brosse à dents, si vous l'avez la commander, vous pouvez attendre 2-3 jours ou l'acheter à côté le lendemain matin. Et ça a été fait pourquoi? Parce que d'ailleurs, ils ont créé une barrière à l'entrée. Maintenant, aller commander quelque chose sur le net autrement qu'Amazon, c'est parfois la galère. Amazon, c'est hyper huilé. Ils ont perdu des milliards et des milliards pour être capables d'avoir des processus de livraison colossaux. Et cette barrière-là à l'entrée, une fois qu'ils l'ont acquise, pour les sortir, ça va être compliqué. Donc, dans la maison, il y a encore de la place à prendre. Donc, l'enjeu, c'est effectivement, c'est de regarder à la fois ce qui se fait, comment on peut travailler ensemble, et non pas en compétition, mais peut-être en co-compétition. Mais c'est vrai que ce qui peut parfois paraître quelque chose qui est fait de façon publique, anciennement EDF était public, maintenant Enedis, c'est une entreprise privée, c'est un combat que chacun doit faire. Qui va posséder la maison? Mais on ne doit pas le faire que pour notre marché français, on doit le faire pour le marché international. Donc on doit créer en France des leaders mondiaux qui verront mettre leur système de smart home dans tous les foyers du monde entier. Ce qu'essaye de faire Google, ce que tu disais tout à l'heure, ils ont scanné nos buildings, nos maisons, nos browsers web. Alors, ils savent où sont les zones Wi-Fi, ils savent où sont les routes, etc. Donc il y a une digitalisation du monde. Je parlais tout à l'heure en introduction. Donc on digitalise le monde réel dans le monde virtuel. Et cette course-là, elle est partie depuis un bout de temps. Donc soyons-en aussi conscients et essayons de temps en temps de voir, nous, comment on peut créer des besoins. Parce que si on crée des besoins, il y a une forme d'addiction à ce besoin après, est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi, je ne rentre pas dans ce rôle-là, mais on a besoin de le faire. Michel Derdevet. Non, juste quelques précisions. D'abord par rapport à Ludovic, à l'intervention précédente de Ludovic. Il évoquait des outils simples et pas chers. Je rappelle à tout le monde que Linky, c'est gratuit, puisque vous n'avez rien à payer à l'installation, contrairement à un compteur intelligent qui s'appelle Gaspard, qui lui est payant. Oui, mais... Alors je vais essayer de parler un petit peu... Mangez. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus près. Donc le projet de base qui vaut quand même 5 millions, qui amènera 5 milliards plutôt d'euros d'ici 2021 en termes d'investissement et de renouvellement du parc de compteurs, est quelque chose qui a été choisi, décidé par les pouvoirs publics à l'époque, comme ne devant pas être payé par le consommateur immédiatement. D'accord. Mais on le paye quand même. On le paye quand même dans nos factures au bout d'un moment, non? Non, pas du tout. C'est sur le bénéfice et sur le gain à terme que vous l'aurez payé, mais pas sur la facture du moment. Donc c'est quelque chose qui s'appelle un différé tarifaire. Ça a été construit pour ça. Deuxième élément de précision, nous sommes une entreprise de service public et on est plutôt fiers les uns et les autres, pour ceux qui travaillent à l'EDIS, d'être entreprise de service public. Donc les données, il y a deux destinataires pour les données qui vont être rapatriées, qui vont être récupérées au niveau individuel. C'est vous, personnellement, c'est le consommateur lui-même qui devra avoir la possibilité ou pas, après, d'opter pour en faire usage de ces données. Mais tout ça, ça va être encore une fois vérifié et vous devrez pouvoir avoir l'option de savoir concrètement quelles données nous avons et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Contrairement aux opérateurs, aux fameux GAFAM, Batix, qui eux récupèrent de manière aveugle. Et deuxième destinataire des données, si vous me permettrez, c'est les collectivités. Et les collectivités, tout à l'heure ça a été dit, ça permet à travers des données agrégées, anonymisées, non pas M. Derdevet habite tel endroit, mais par contre dans tel quartier de Paris ou de Boulogne, il y a tel type de consommation, d'avoir des politiques plus pertinentes. Les politiques de lutte contre la précarité, c'était évoqué tout à l'heure, aujourd'hui elles sont faites en aveugle un peu partout. Les politiques de transport, quelle est la ligne qui est utilisée ou pas d'autobus électriques, si demain on a des autobus électriques plus généralisés, à partir du moment où vous aurez des informations sur toute une série de sujets, l'éclairage public à Toulouse, si vous voulez diminuer la facture relative à l'éclairage public, si vous avez des données liées au fonctionnement du réseau, vous voyez très bien que ça va enrichir le choix des élus de cette ville et le choix de l'agglo. Et donc on est dans quelque chose qui est un plus par rapport à un fonctionnement qui aujourd'hui se fait sans de vous interrompre là. Pour l'instant, on ne parle que des avantages finalement de cette connexion. Vous avez commencé par les inconvénients. Donc non, parce que les inconvénients. Non, mais les inconvénients, il y en a quand même un fondamental, c'est que qu'est-ce qui se passe si moi je n'ai pas envie d'être observé dans l'utilisation de mon électricité? Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas observé?
Catherine, vous Bah, êtes pas. si, enfin, vous d'une êtes- certaine vous êtes- manière, si. Allez, Et en le plus, fantasme, tout il y à a des l'heure. gens qui nous disent, vous savez, c'est Donald Trump et c'est la NSA qui sont derrière Linky. Oui, bon, non. Moi, attendez, je suis suis pas plutôt encore paranoïaque à ce je suis un niveau-là, fils mais de Descartes. Je suis un fils de non, Descartes mais on n'en est pas là. et de l'école Mais publique. Je crois pas tellement que le dans les boîtes problème publiques quand même, françaises, il y non, ait mais Trump le et la problème quand NSA, même, quoi. c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de personnes en France qui ont du mal à utiliser Internet, qui sont tout sauf des geeks, qui sont finalement dans la situation où on va leur mettre, et je pense notamment aux personnes âgées et dépendantes, on va leur mettre un certain nombre de capteurs, d'outils. Après, on pourra toujours dire aux familles, mais vous savez, les données qui sont récoltées, vous pourrez les utiliser d'une manière ou d'une autre. D'abord, ils ne les utiliseront pas. Et on se retrouve finalement avec des gens qui peuvent être otages, surveillés, et sans qu'ils aient véritablement la position de dire non et d'être contrôlés, et d'avoir un contrôle. Alors, peut-être que là, je joue un peu trop dans le fantasme et dans 1984, mais quand même, ça pose un problème citoyen, un problème pour le consommateur, et particulièrement pour les personnes les plus fragiles. Est-ce qu'on peut faire leur bien contre leur volonté ? Je veux bien répondre sur cette implication, parce que pour moi, maintenir le citoyen en éveil, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit savoir faire les choses, parce que sinon, on est pris en otage. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur créer des besoins, parce que moi, je ne pense pas qu'il faille créer des besoins, je pense qu'il faut répondre à des enjeux de société. Et les enjeux de société actuellement, eh bien, c'est très clairement qu'on a froid, qu'il y a des inondations dans l'autre parce qu'on artificialise les sols, que les gens ont des centres-villes désertifiés parce que, à force de penser besoin, on est allé créer des zones commerciales en entrée de ville et du coup on a du bâti dégradé et après on s'étonne qu'à Marseille il y ait des immeubles qui s'écroulent parce qu'on ne fait plus attention à notre patrimoine, parce qu'on oublie qu'en créant du désir, on oublie de répondre aux enjeux. Donc en fait la vraie question qu'on a actuellement à se poser, c'est comment on utilise toutes les technologies globales qu'on a pour gérer les problèmes locaux qui touchent la vie des gens au quotidien. Ouais, mais moi, j'aurais tendance à ne pas les opposer. Je pense on parlait tout à l'heure en préparation de ce meeting. Ici, en région, vous connaissez les châteaux cathares. Vous savez qu'ils sont morts, pour la plupart, enfermés dans leurs murs parce qu'ils ont été asséchés, enfin, ils ont été assiégés. Et donc, nous, si on fait pareil, en France notamment, et voire en Europe, on finira par être assiégés. Donc, il faut à la fois, je pense, avoir une dynamique de conquérant. C'est-à-dire qu'on doit conquérir le monde, on doit être agressif. Et en même temps, on peut commencer à penser à anticiper l'avenir, parce que l'enjeu, c'est pas dit dans un monde où on se tiraille de part et d'autre, mais on doit avoir notre sous-marin nucléaire digital en Europe. Et donc, ça passe par du business. C'est-à-dire et donc après, on peut faire du business intelligent. Et je pense que rien n'empêche de le faire. C'est parfois compliqué. Donc il faut voir en fonction de ce qu'on a en face, quels sont les adversaires qu'on a, avec quelles armes ils jouent. Il faut jouer avec les mêmes. Et jusqu'à un moment, on pourra éventuellement arriver après à avoir négocié une vraie politique. Mais si on fait abstraction d'économie, on n'y arrivera pas. Oui, mais là, vous développez vous défendez le business. Malo de pensée, qu'est-ce que vous dites de tout ça ? Moi, je suis un peu normand, donc je vais défendre un peu les deux et essayer de trouver le compromis. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le parallèle Qatar, mais c'est vrai qu'il peut paraître parlant, mais c'est plus complexe le phénomène, parce qu'ils se sont aussi isolés d'eux-mêmes avant d'être assiégés, etc. Mais pour revenir à ces questions, moi je crois que ce qui est fondamental, vous avez dit que c'était les entreprises qui créaient les usages, pas que les entreprises. Les utilisateurs aussi créent des usages parce qu'ils font des demandes, parce qu'ils formulent, on l'a vu avec les téléphones portables. C'est vrai que c'est les entreprises au départ qui ont créé le besoin des téléphones portables. On n'en avait absolument pas besoin, on vivait très bien avant. Certains vous diraient plus ou moins, en tout cas on vivait. Et puis est venu le téléphone intelligent et là on a commencé aussi à développer des applications qui ne sont pas nées que des entreprises mais d'idées aussi d'utilisateurs. L'enjeu des données, c'était ma deuxième remarque. Pour moi, l'enjeu des données, c'est d'abord un enjeu de conscience. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. En tout cas, on a une expérimentation au sein du projet HUT. Quelles sont les données produites ? Êtes-vous capable aujourd'hui, vous, interrogez-vous, de savoir quelles sont les données que vous communiquez ? Ça n'est pas si simple. Alors, on a toute une série d'éléments qui permettent, entreprise par entreprise, de demander quelles sont les données. Enfin, c'est fastidieux. De manière collective, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, on met en place une expérience toute simple. C'est les données que l'on collecte, on les met à disposition sur un ordinateur pour nos occupants. Et on s'intéresse à la question de savoir, est-ce qu'ils saisissent cette opportunité ? Est-ce qu'ils comprennent les données brutes qu'on leur communique ? Et si ça n'est pas le cas, comment on peut présenter différemment pour donner conscience des données ?
Nous allons devoir terminer cette table ronde, le temps nous manque. Je tirerai une conclusion de notre discussion, c'est qu'il faut être acteur. C'est-à-dire que les collectivités locales doivent être acteurs, les industriels, bien évidemment, doivent se battre, mais les consommateurs doivent aussi être acteurs par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs vrais besoins et par rapport à ce qu'on leur offre et ce qu'ils peuvent à la fois contrôler, mais aussi donner, pourquoi pas, pour le bien de la collectivité. Je suis normand aussi et pragmatique. Moi aussi. Donc méfiez-vous, ça va. Méfiez-vous, il y a une conquête normande. Là où je veux en venir, c'est que moi je suis normand, mais paysan aussi en même temps, pragmatique. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, encore une fois, ma remarque de tout à l'heure, quand vous utilisez un service sur le net maintenant avec les RGPD, on vous dit voilà, est-ce que vous acceptez des conditions, etc. Est-ce que vous n'acceptez pas? Le service est très dégradé. La plupart des gens ne lisent pas les 50 pages de conditions générales et cliquent. Et il y a une expérience qui a été faite en mettant dans les premières lignes, si vous signez ici, on aura accès à votre compte en banque, etc. Des trucs hallucinants, et les gens signent quand même, majoritairement. Donc ce qui montre bien, quelque part, qu'il y a une forme d'hypocrisie où, quoi qu'il advienne, je pense qu'il faut être dans cette démarche de dire, je ne dis pas que c'est bien sur un plan éthique, mais il y a des règles du jeu sur lesquelles on peut toujours débattre, et c'est intéressant philosophiquement, mais dans la pratique, il y a ce côté aussi où en face de nous, on a besoin de nouveaux outils. Si on devait les payer nous-mêmes, utiliser le téléphone et payer des applications sans la pub, ça coûterait tellement cher que les gens ne l'utiliseraient pas. Est-ce que c'est bien ou pas? Je crois qu'on va laisser la parole aux questions maintenant. Voilà. Il y a des hôtesses qui vont vous passer un micro. Qui veut se lancer, profiter de notre panel d'experts? Monsieur, tout au fond. Vous êtes normand aussi ou ça va? Un petit peu du côté de Caen, merci. Ah ben justement, ils sont partout, allez-y. Alors vous avez parlé des données que l'on peut partager et qu'on peut avoir grâce à un compteur Linky. Moi j'en ai une très précise et très très concrète. J'aimerais connaître à un instant T ma consommation. À un instant T, ma consommation. Pour des questions d'alarme, etc. Ce service-là, aujourd'hui, n'est pas rendu. Bon. Et la question c'est... finalement, est-ce que vous ne pourriez pas offrir ce service dans l'avenir? Et visiblement, les gens à qui j'ai posé la question, c'était pas très loin, c'était à côté, dans la Futurapolis, là-bas. Je les ai sentis très circonspects vis-à-vis de ce besoin qui me semble être vraiment quelque chose de tout à fait souhaitable. Monsieur Derdevet. Je prends cette question avec plaisir parce qu'elle est extrêmement pédagogique et elle permettra d'expliquer un petit peu comment le curseur s'est arrêté un petit peu au milieu. Ce que vous évoquez, c'est une demande qui émergeait dans les années 2010, 2011, 2012, d'avoir ce qu'on appelle le temps réel. Et il y avait à ce moment-là des gens qui théorisaient le fait que le consommateur était vraiment intéressé, tous les consommateurs français, les 66 millions qui auront un compteur Linky en 2021, par avoir quelque chose qui leur renvoie seconde par seconde, voire même certains demandaient €1. Et il y a eu un travail de mener, encore une fois, avec les services de l'État, avec la CNIL, sous l'angle, est-ce que si on rentre dans une précision de ce tonneau que vous évoquez, on ne va pas justement avoir une individualisation telle que on pourra mieux préciser les objets et les usages à l'intérieur de la fameuse maison Mick Moser. Et donc l'équilibre qui a été trouvé, qui a été arbitré, qui est une décision de nature politique, c'était de dire les données sont rapatriées une fois par jour et de manière non discriminante. On ne peut pas rentrer dans la maison, savoir quel usage. Mais vous voyez, c'est un débat qui a été challengé au plan politique. Pour des questions d'alarme, qui n'a pas été fait par nous seuls dans notre coin. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été vraiment débattu pendant plusieurs mois. Monsieur, non, moi, votre question, monsieur, elle est catastrophique. C'est-à-dire que si on faisait ça, on amènerait une consommation énergétique colossale, parce qu'il n'y a rien n'est magique sur cette terre. Et dans les lois de la physique actuelle, c'est que pour être capable de requêter un serveur, un Linky ou n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut que le système soit en permanence capable de recevoir des demandes et émettre. Donc ça peut être bien intellectuellement, mais dans la pratique, et je pense qu'il y a un vrai sujet de consommation énergétique, parce que s'il faut X centrales nucléaires pour satisfaire ce besoin-là, c'est contre-productif. Permettez-moi de vous dire que si simplement je l'avais une fois par minute, ce serait déjà fantastique. Je ne l'ai pas du tout. Mais multiplié par 65 millions de foyers, ça fait des volumes de systèmes d'information. Ce que Ludovic évoque, ça fait des serveurs informatiques qui seraient eux-mêmes extrêmement énergétiques. Ça ne veut pas dire que tout le monde demanderait ce service-là. Encore une fois. Non. Là, vous êtes excessif. On pourrait prendre les calculs et regarder la quantité de données que ça transférerait.
quant au rapport vis-à-vis de l'alarme et de l'intérêt. D'accord, merci monsieur. On ne va pas focaliser uniquement sur cette question. Une dernière question. Une question là-bas, à droite. Ce sera la dernière, donc il faut que vous arbitriez. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Je voulais juste faire un commentaire et poser une question à la suite. Les problèmes qu'on voit à Linky est un des problèmes. Avec tout ce qui est accumulation de données, c'est qu'on n'associe pas l'utilisateur au bénéfice de l'utilisation de données. On le met face à l'utilisation de la donnée. Et en fait, c'est une erreur stratégique. C'est-à-dire que si on impliquait dès le départ l'utilisateur sur qu'est-ce qu'on va faire avec la donnée, qu'est-ce que ça va lui apporter à lui, le problème serait complètement différent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éduquer le grand public à l'avantage que ça va lui donner? Je vais juste faire le commentaire du Linky. Linky, c'est presque ce qu'il ne fallait pas faire, en gros, d'un point de vue théorique. C'est qu'on n'a rien expliqué aux gens, on leur a installé les trucs, on leur a pas dit pourquoi c'était intéressant pour eux. Si on prend la démarche inverse, où on explique d'abord aux gens, ils sont plus à même d'accepter et même d'être moteurs. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éduquer la population face à ce changement inévitable d'accumulation de données, et comment est-ce qu'on leur montre que c'est une valeur ajoutée pour eux et pas juste pour l'industriel qui l'a récupéré la donnée? Sur la dimension communication, il y a eu beaucoup de communication préalable au début du déploiement. Le début de la pose des compteurs, c'est 2015. Et avant, pendant des années et des années, le sujet est expliqué. Encore une fois, il y a eu 2 départements de test, Indre-et-Loire et le Rhône, 300 000 personnes avec des échanges, des ajustements du projet avant qu'il soit déployé. Sauf que la communication sur Linky, ce n'est pas le seul fait de l'opérateur. C'est la responsabilité, je vous le rappelle quand même, des syndicats d'électricité qui possèdent la propriété des compteurs. Les compteurs ne nous appartiennent pas, ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent aux syndicats d'électricité qui sont les propriétaires des réseaux de distribution. Les politiques, il y a un enjeu citoyen. Sur un projet comme ça, qui est quand même un des grands projets industriels, il y a des milliers d'emplois en France réels, dans les usines de fabrication, dans les entreprises de pose. Quel est le politique qui prend le relais, qui explique, qui donne le sens un peu mondial, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure? Et donc vous voyez très bien que le problème peut-être de communication que vous évoquez, il doit être à minima partagé. La responsabilité n'est pas que la responsabilité de l'entreprise qui pose, qui déploie, c'est quelque chose de plus global et général. Vous posez une bonne question, je pense que c'est à la fois le rôle des fournisseurs d'électricité, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles vous êtes en contrat peuvent à travers les informations vous faire des propositions commerciales, vous sensibiliser, un peu comme aujourd'hui vous avez des propositions qui vous arrivent d'un certain nombre d'acteurs. Quand vous avez une banque, elle vous envoie quelque chose, la banque d'à côté peut vous faire une proposition. Donc ça, c'est tout un domaine à enrichir, et c'est vrai qu'on démarre complètement. La France est dans une logique où la dimension consommateur-acteur, le mot de Catherine tout à l'heure, n'est pas développée, en tout cas pas assez. Merci, en tout cas, merci pour toutes vos questions. On peut applaudir chaleureusement nos experts.